Bonjour à toutes et à tous. Alors je tiens à remercier le comité d'organisation pour cette journée, l'Institut national du patrimoine, le service des musées de France, le C2RMF et à la FFCR, nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger sur ce sujet ô combien important. Et c'est vraiment une chance d'avoir des journées comme cela et de montrer la collégialité, on en a parlé, la collaboration et la volonté commune d'améliorer et de mieux vivre, que tout le monde puisse mieux vivre ces commissions. Alors j'ai la tâche de vous présenter les résultats de l'enquête de la FFCR menée auprès de nos consoeurs et confrères. Donc je vais rester fidèle aux réponses qui ont été apportées. Alors, un petit mot sur la genèse de cette enquête. Le travail a commencé en 2020 avec d'abord la réalisation d'une synthèse à partir des archives de la FFCR depuis 2003. Donc pendant 20 ans à peu près, Gwenola Furic s'est plongée dans les archives de la FFCR avec le conseil d'administration pour essayer de décortiquer un petit peu ce qui avait été dit. On s'est aperçu que c'est un sujet extrêmement récurrent dans les débats au sein de la fédération et c'est un sujet important évidemment pour notre profession puisqu'elle régit une partie de notre activité. Il s'est trouvé qu'après la pandémie, le sujet est vraiment revenu au centre des débats, notamment au sein des délégations régionales de la FFCR. Et le conseil d'administration s'est alors saisi de ce sujet pour réaliser une enquête, pour y voir plus clair, pour avoir un réel retour d'expérience de nos consoeurs et confrères. Et donc c'est Gwenola Furic qui est ici aujourd'hui, administratrice et aujourd'hui vice-présidente, qui a coordonné ce travail d'enquête. Cette enquête a été envoyée en mars 2022 à toute la profession, donc soit environ 1400 professionnels. Et un peu moins de 200 réponses sont revenues en quelques jours. Alors ici, je vous présente quelques chiffres qui est donc une capture d'écran de la synthèse qui a été réalisée. Et comme tout chiffre, il est important par la suite de les interpréter et de donner plus de précision. Donc beaucoup de réponses assez rapides, ce qui a montré aussi l'importance, la forte réactivité des professionnels. Et le profil, il n'y a pas de profil type du répondant, c'est vraiment toutes les spécialités du patrimoine, toutes les régions et toutes les anciennetés. Les retours, pardon, pas encore. Les retours des professionnels dont les projets passent en commission sont assez mitigés. Donc les 3/4 des répondants ont déjà eu un retour de la commission au moins une fois. Et 24% considèrent que ce retour était plutôt bon. 50%, donc la moitié, un retour assez mitigé. 8% mauvais. Donc, il en découle également que un tiers ont considéré que les demandes de précision, que ce soit sur les produits employés dans les traitements ou sur les devis en général, un tiers estime que cette demande était légitime. Ont été également interrogés les conservateurs-restaurateurs qui siégeaient en tant que membres de commission. Il y avait 15% donc des répondants qui participent également au CSR dans leur région ou dans une autre région limitrophe ou plus lointaine. Donc le retour est plutôt bon à 50%, mitigé 32%, mauvais 18%. Voilà, ces chiffres étant dits, maintenant ce qui est important c'est de regarder un petit peu plus dans le détail. Donc je vais vous exposer les principales problématiques
relevés par nos consoeurs et confrères dans leur retour d'expérience. Et ensuite, je vous présenterai les améliorations qui ont été proposées, envisagées. Alors, le sujet le plus fréquemment évoqué par les professionnels, c'est la capacité de la commission à évaluer les propositions de traitement faites par les conservateurs-restaurateurs. Cela signifie que au sein d'une commission, pour pouvoir évaluer les propositions techniques, les professionnels s'interrogent sur les capacités, puisque ne siège en commission a priori qu'un seul restaurateur d'une certaine spécialité. Donc il y a ici une forme de défiance sur est-ce que vraiment la commission a pu évaluer les propositions que le professionnel a fait. Donc ça, c'est ce qui revient le plus souvent. Une autre chose qui revient, évidemment, c'est une problématique de connaissance du fonctionnement des commissions en soi. Donc une opacité par manque d'information, par manque de formation aussi des conservateurs-restaurateurs, et des fonctionnements très différents selon les régions, car les professionnels travaillent dans toutes les régions de France, parfois la région d'à côté, mais aussi sur tout le territoire. Donc il y a des fonctionnements très variables. Concernant les retours de la commission sur les dossiers qui sont étudiés, les conservateurs-restaurateurs, on trouve globalement que les demandes de précision sont excessives concernant les produits employés, ainsi que sur le contenu des devis. Il s'interroge sur le niveau d'exigence des devis, parfois par rapport à un cahier des charges qui à l'origine est assez léger. Parfois un devis est consécutif à un échange oral entre le responsable de collection et le restaurateur. Et donc les demandes de précision sur un devis parfois demandent beaucoup de travail supplémentaire sur des devis qui bien évidemment ne sont pas rémunérés. Et la question qui a été soulevée, c'est ne faudrait-il pas à ce moment-là, plutôt que demander des précisions, prévoir davantage d'études préalables ou de demandes d'expertise de conservation auprès des restaurateurs pour avoir ensuite un cahier des charges plus fourni et des propositions plus justes. L'impossibilité de ne pouvoir échanger en direct avec les membres de la commission a également été soulevée, puisqu'il y a l'intermédiaire qui est le responsable de collection. Donc ça, c'est aussi un problème, parce que les professionnels souhaitent pouvoir répondre quand il y a un retour de la commission, ils souhaitent pouvoir donner leur avis ou expliquer leur choix. Et également a été soulevé le fait que la commission ne pouvant pas avoir les œuvres en face, donc n'est pas une vision en direct de la matérialité de l'œuvre, est-ce qu'elle peut réellement évaluer avec suffisamment de finesse la problématique, comme peuvent le faire le responsable de la collection et le restaurateur. L'autre point également, et ça c'est pour tout le monde évidemment, c'est les contraintes de calendrier qui peuvent peser sur l'organisation du travail des restaurateurs, avec des travaux qui vont souvent se retrouver condensés, par exemple en fin d'année budgétaire, une fois que les commissions sont passées. Voilà, manque de flexibilité à ce niveau-là. Donc encore autre problématique, c'est, et ça c'est propre au fait que 75% des conservateurs restaurateurs travaillent en libéral, c'est ceux qui siègent en CSR, R et qui sont indépendants.
N'y a-t-il pas parfois des risques de conflit d'intérêts avec d'autres restaurateurs concurrents, puisque les restaurateurs travaillent dans toutes les régions? Donc ça a également été soulevé. Et in fine, le sentiment général, c'est que les commissions représentent un système qui est prévu pour être vertueux. L'objectif est qu'il soit vertueux, mais qu'il n'est en fin de compte pas facilitateur et qui pose davantage de verrous. Donc, en conclusion des problèmes qui ont été soulevés par mes consoeurs et confrères, on pourrait résumer le sentiment qui en émerge, le problème de la légitimité, le sentiment d'être jugé au niveau de leurs compétences, la charge de travail supplémentaire que ça implique et une forme de déviance et d'amertume. Alors, évidemment, je dresse ici le tableau des problèmes. Ça n'est pas... c'est évidemment un sujet sensible, vous l'avez compris, pour la profession, mais ce sont des discussions qui reviennent de façon récurrente et qui peuvent être... qui mettent en émoi la profession. C'est pour ça que c'est d'autant plus important que suite à cette enquête, vous avez pu organiser une telle journée pour essayer de décrisper la situation et qu'elles puissent retrouver, que ces commissions puissent retrouver vraiment pleinement leur objectif vertueux. C'est pour ça que je vais enchaîner sur des propositions d'amélioration pour rester dans une dynamique positive. Car les restaurateurs qui ont répondu ont beaucoup donné, ont beaucoup écrit de façon libre dans les encarts prévus à cet effet et ont fait des propositions d'amélioration également au sein du conseil d'administration. On en a discuté et on a également réfléchi de façon collégiale. Donc, possibilité d'amélioration. Il pourrait y avoir d'autres conservateurs-restaurateurs siégeant en CSR, notamment en fonction des différentes spécialités, des projets qui sont instruits durant ces commissions. Pour ce faire, ici deux possibilités. La possibilité de missionner des conservateurs-restaurateurs conseils dans les DRAC, donc sur le modèle des architectes conseils d'État, sous forme par exemple de vacations journalières, donc des professionnels indépendants qui seraient recrutés, missionnés ponctuellement pour cette expertise qu'ils apporteraient en commission en fonction des dossiers. Ou également sous une forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la bonne compréhension des propositions de traitement ou la rédaction de cahiers des charges auprès des responsables de collection. Une autre demande évoquée, c'est l'homogénéisation des pratiques régionales afin de s'y retrouver un peu plus facilement. Et une forte demande également d'être formé au fonctionnement des CSR, soit par le biais d'une formation continue ou de journées d'études comme celle-ci. Et en cela, la présentation précédente est fort utile et effectivement, les rappels du fonctionnement sont nécessaires et importants. Et donc justement, la tenue de journées d'études régulières comme celle d'aujourd'hui pour pouvoir échanger avec les différents membres des commissions, pour pouvoir éclaircir certains points, travailler dans la collaboration. Une autre demande a été faite, ce serait la possibilité d'un envoi des comptes rendus de la CSR aux conservateurs restaurateurs dont les dossiers passent en commission. Une vraie volonté de savoir, d'avoir des retours et évidemment des échanges directs entre cette commission et les restaurateurs, que ce soit avant, pendant ou après la commission. Donc voilà pour le portrait de cette enquête.
avec donc les problèmes et les solutions, ou en tout cas les ouvertures. Et donc suite à cela, eh bien, nous avons toute cette journée et encore après pour en discuter et y réfléchir ensemble. Merci beaucoup. J'ai pas du tout d'idée de l'heure. C'est ça, donc peut-être on peut démarrer quelques questions de la salle si vous le souhaitez avant qu'on enchaîne. Est-ce que vous avez des questions sur la première ou la deuxième présentation ? Bonjour, Laetitia Barra-Guezuita, donc je suis conservateur à la filière sculpture du C2RMF. Avant, j'ai été au SMF pendant 3 ans et encore avant, j'étais conservateur en musée territorial. Donc ça veut dire que les commissions, je les ai vues des deux côtés. Et par rapport à ce que la FFCR dit, je suis d'accord que je pense qu'il y a une question de communication par rapport à la manière dont les CSR fonctionnent. Et la question aussi, c'est qu'en fait, les restaurateurs ne sont pas les receveurs directs des remarques de la commission, elles passent par les responsables de collection qui transmettent les remarques qui sont faites aux restaurateurs. Je pense qu'il peut parfois y avoir des petits problèmes de compréhension par rapport aux questions qu'on peut poser, y compris à l'oral, et donc qui vous sont retransmises. Je signale aussi que dans les commissions, et je pense que les collègues conseillers musées pourront le dire, il y a évidemment des restaurateurs qui ne peuvent pas représenter l'ensemble des diverses spécialités puisqu'ils sont 2 en moyenne, qu'il y a quand même toujours un représentant du C2RMF et que les dossiers sont lus par des personnes des filières concernées par la nature du dossier, sachant qu'il y a une bonne partie des filières qui ont des restaurateurs en leur sein, donc évidemment on les examine. Dans les remarques qu'on peut faire parfois, et ça c'est vrai que ça peut être mal communiqué, il y a des questions où en fait c'est plus des questions de curiosité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de juger le travail, mais c'est plutôt mais pourquoi vous avez choisi tel adhésif plutôt que tel autre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de le dire ? Donc peut-être qu'après, de notre part, il y a un peu plus de pédagogie à faire dans la manière de poser la question. Parce que parfois on voit des problèmes, des questionnements réels, soit parce que le dossier n'a pas été réfléchi en amont ou qu'il aurait dû en effet nécessiter une étude préalable, soit qu'il y a une transmission d'informations qui ne s'est pas faite. Mais je rappelle que le dossier qu'il y a examiné, évidemment, le devis avec la note méthodologique, c'est la partie vraiment importante, mais il y a aussi le formulaire qui est rempli par le musée et toute la documentation afférente que le musée peut fournir. Et parfois, on voit que les devis sont très succincts, mais parce que manifestement, la demande n'a pas forcément été convenablement exprimée à la base par le musée, souvent parce que le cahier des charges, même très simple, n'a pas été rédigé. Et ça, on pense que ce passage par l'écrit, justement, il est vraiment important pour le musée, même si c'est des demandes parfois très simples. Il y a des restaurations qui posent aucun problème, ça roule. Ou alors, on est vraiment dans des interventions de routine pour des musées qui ont l'habitude sur des typologies de collection. Mais peut-être que justement, il y a, on va dire, tout un travail de chaîne à revoir finalement aussi pour que les restaurateurs sachent exactement ce qu'on peut attendre d'eux en commission. Sachant que, moi je le dis aussi, on voit parfois des devis qui sont très succincts, mais qui ont tout ce qu'il faut, et d'autres fois des devis qui sont très longs et dans lesquels il peut manquer des informations. Donc je pense que peut-être aussi, du point de vue de la formation des conservateurs-restaurateurs, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est pas tant pour effectivement apporter des réponses, puisqu'on est au début de la journée et que je crois on aura l'occasion, vous aurez l'occasion les uns et les autres de vous exprimer. Simplement pour revenir sur la présentation de Claire, vous avez vu que on est censé, au niveau du SMF, siéger. Et en fait, on confie ce soin de représentation au C2RMF. C'est aussi, je pense qu'il est important de dire que c'est peut-être quelque chose qu'on a essayé de mettre en place après la loi musée et qu'aujourd'hui, nos effectifs, en tout cas au niveau du bureau des acquisitions, on a un bureau qui, quand même, s'appelle le bureau des acquisitions, de la conservation, de la restauration
et de la recherche, hein, avec, je crois, 6 ETP. Donc autant vous dire que, et c'est voilà, c'est un constat que je fais, et cette journée à cet égard est très utile. Nous sommes loin du compte en termes de capacité à accompagner et à siéger dans ces commissions. Mais bon, on a nos collègues du C2RMF, on a nos collègues des DRAC, hein, qui sont au contact des musées et donc des projets, et ça c'est évidemment très précieux, mais c'est un gros travail pour le C2 comme pour les DRAC. Donc voilà, je balaye un peu devant ma porte, ce qui est toujours important. Je vous remercie aussi, alors je tiens à remercier la présidente de la FFCR parce que les éléments qu'elle nous apporte et qui sont des éléments, je dirais, à la fois globaux et qui sont traduits aussi, hein, en termes de difficultés éprouvées et en piste aussi, hein, d'amélioration. Cela fournit, je crois, des suggestions dont on devra tenir compte, sans m'avancer trop, en particulier toutes les propositions concernant les missions conseil. Ça me paraît quelque chose qui pourrait en effet bien préparer les dossiers en amont, peut-être délester en aval, mais je ne veux pas m'avancer puisque Mireille Kienlin va s'exprimer dans quelques minutes. Et puis, il y avait des choses relatives aux études préalables. En effet, c'est ce qu'on peut trouver sur des travaux MH, par exemple. Enfin, il y a énormément d'études préalables. Peut-être il y a matière à renforcer à cet égard. Donc, il y a des propositions très, très intéressantes. Et la question du calendrier, alors qui est toujours une question... En fait, vous pâtissez de notre annualité budgétaire. Et donc, c'est peut-être un message que j'aurais, puisque je ne pourrais pas passer toute la journée ici, à l'égard des conseillers musées, qui peuvent être amenés à traiter ces questions-là. C'est décorréler finalement le budget de l'avis. Parce que, à la limite, j'ai envie de dire, un avis, on peut le donner en année N-1, N-2. Ça permet d'avoir bien, je dirais, pris les décisions, enfin d'avoir fait toutes les procédures nécessaires pour préparer une opération. Je l'ai vécu en direct, hein, pour des opérations, des chantiers de collection de plusieurs centaines de milliers d'euros, en me disant mais comment se fait-il, on a programmé, je ne sais pas, en 2020 et on est en 2022 et on démarre à peine. Et en fait, oui, c'est aussi peut-être en termes de programmation budgétaire au niveau des DRAC, avoir une programmation, je dirais, sur le plan scientifique, et puis le budget vient s'aligner ensuite et pas l'inverse. C'est-à-dire la préparation demande beaucoup de temps. Et donc la détente du calendrier, elle est effectivement, je pense qu'elle pourrait nettement être améliorée du point de vue, au niveau des services de l'État. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste, avant de passer la parole à Mireille Klein pour la suite, donner une petite précision sur la question de la formation. C'est qu'on s'est rendu compte que il y avait besoin d'informations très pragmatiques. On le voit avec le séminaire MH, le fait de voir des exemples de chantier avec un ingénieur du patrimoine, une cellule marché public d'une ville avec une maîtrise d'œuvre qui est là avec son assistant. C'est hyper important pour que les professionnels à la sortie nous disent « Ah, qu'est-ce qu'on aurait adoré avoir ça pendant la formation, on a tout découvert sur le tas ». Donc ça, c'est vrai. À l'INP, ça fait quand même un moment qu'on présente les CSR, mais ça n'a rien à voir avec le jour où on a son devis qui passe, ou qu'on voit le formulaire que le musée remplit, etc. Et il est très difficile de faire passer les messages. C'est-à-dire, je dis aux étudiants, ne faites pas des devis de 45 pages et ne faites pas des études préalables quand vous faites des propositions de traitement. Et ils entendent, il faut faire des devis courts. Donc il y a encore du travail. Voilà, un devis court peut être adéquat, c'est-à-dire on peut dire en 2 pages. C'est ça qu'on essaye de leur expliquer, qu'il y a des choses comme voilà, l'insertion des photos, c'est pas obligatoire, ça prend énormément de temps. Eh bien, reparlons-en de cette question de l'insertion des photos. Je pense que c'est très précisément sur ces questions-là qu'il faut qu'on ait cette discussion de qu'attend exactement la commission comme information, de quoi elle a exactement besoin, de façon à ce qu'on trouve un temps raisonnable passé par les conservateurs-restaurateurs sur l'établissement de ces devis.
Voilà, juste une toute petite précision. Donc, je suis Gwenola Furic. Au niveau des devis, donc il y a les étudiants, puis il y a ceux qui sont plus en études. Et moi, je suis sortie de l'INP en 2002 sans avoir jamais. Je ne savais pas faire un devis. Je n'ai eu aucune formation à faire un devis. Et je suis sortie en 2002, l'année où les commissions étaient mises en place, et je n'ai eu aucune information sur ces commissions. J'ai découvert qu'elles existaient quand on m'a appelé pour une commission, puisque mes dossiers, je ne sais pas s'ils étaient passés ou pas. Donc c'est là aussi où il y a beaucoup de choses. Je pense que pour les demandes, en fait, il faudrait qu'on ait un cadre pas extrêmement contraint. On ne peut pas faire des choses trop contraintes, mais effectivement, en fait, on ne sait pas. On voit passer de tout en commission et on ne sait pas, en fait, ce qu'on attend de nous, et d'autant plus quand on ne sait pas vraiment faire un devis au départ. Sans parler du fait qu'on ne sait pas chiffrer, mais ça, c'est encore autre chose. Bonjour, Hélène Garcia, conservateur-restaurateur de peinture. J'ai une question pour madame. Vous avez donné le cadre de loi, qui est celui de la loi musée et du Code du patrimoine. En dehors des articles du Code du patrimoine, qu'est-ce qui régit les commissions scientifiques régionales de restauration? Existe-t-il, je m'explique, un règlement intérieur unifié ou un protocole de fonctionnement? Quid de l'archivage des documents transmis? Qui doit faire quoi? Amélie évoquait les photos. Je travaille dans le sud-ouest et de façon régulière, mes devis passent sur 3 régions différentes. Les photos me sont demandées dans mon devis légendé, en format natif pour que le musée puisse faire son PowerPoint. Certains musées me demandent de remplir le dossier à leur place parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Est-ce bien mon travail, ceux de mes confrères? Enfin, y a-t-il un cadre? C'est-à-dire, faute d'un cadre, comment le restaurateur peut-il savoir si ce qu'on lui demande est légitime ou pas? C'est bon, c'est bon. Oui. Moi, tu m'as dit qu'il fallait que je touche à rien et que. Oui, voilà, ça marche. Alors, moi, j'ai effectivement rappelé le cadre qui est celui du Code du patrimoine, la loi Musée de France, ses décrets d'application. J'ai oublié de citer, il y a eu une circulaire du 10 décembre 2002 qui fixe un petit peu le fonctionnement des CSR au tout début, qui est sans doute circulaire qui pourrait être revue. À ma connaissance, mais ça, je laisserai mes collègues conseillers pour les musées, et sans vouloir leur refiler la patate chaude. Normalement, les CSRR sont dotés d'un règlement intérieur, effectivement. Je ne peux pas vous dire si c'est exactement le même dans toutes les DRAC. Ah non. La réponse est non. La réponse voilà. est non. Regardez sur Internet, il y a au moins 12 versions, mais on ne trouve pas tous. Et sur qu'est-ce qu'on fait des dossiers, etc. Là, je ne peux pas vous répondre parce que moi, je suis pas le quotidien d'une CSRR. Donc, je pense que mes collègues vont pouvoir vous apporter les informations complémentaires. Juliette Mertens, je voudrais ajouter un mot. On parle de devis. Un devis, c'est la liste des choses qu'on fait, chiffrées, hors taxes et TVA. Je voudrais signaler que ce qu'on nous demande en commission, et de façon générale, même si ça ne passait pas en commission, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'identification de l'objet, un constat d'état, des propositions de traitement, un diagnostic, pardon, et des propositions de traitement. Rédiger ça, ça ne prend pas 3 minutes. Et c'est gratuit pour l'instant. Donc, la note méthodologique est quelque chose qui relève du secret des affaires et normalement n'a pas à passer en commission. D'autant moins que comme on discutait du restaurateur faisant partie d'une commission qui pourrait être juge et partie, il est bien évident que si les notes méthodologiques passent, si le restaurateur n'est pas vertueux, hypothèse qu'on ne peut pas écarter mais qu'on ne peut pas affirmer dans tous les cas, à ce moment-là, la note méthodologique est une chose importante pour la personne qui choisit le conservateur-restaurateur qui va travailler, mais elle n'est pas nécessaire pour la commission. Donc, doit-elle passer et est-il autorisé? Ce n'est pas autorisé par la CADA,
Mais on nous en demande de plus en plus. Et on nous demande de dire, c'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure, quel adhésif on va utiliser. Non, quel adhésif on utilise, vous l'avez dit comme ça. Mais on n'en sait rien. On peut utiliser ça ou ça, mais on n'est pas encore... On a vu l'objet, on a eu le premier rendez-vous avec l'objet. L'aller voir, c'est le premier rendez-vous. Peut-on déterminer la totalité de la suite après un premier rendez-vous, dans tous les cas et dans toute la vie? Je crois que non. Alors... Je voudrais revenir sur la question de la collégialité et des commissions régionales, et puis Suzanne Robin reviendra sur le sujet. Quand on est en DRAC, on a beaucoup de commissions régionales dans tous les secteurs. Et le conflit d'intérêts qui est évoqué là, évidemment que c'est une question qu'on se pose aussi dans tous les secteurs. Si vous allez sur les commissions de spectacle vivant, vous avez des professionnels, des responsables de lieux qui vont donner un avis sur un projet, sur une production théâtrale, musicale, sur des artistes qui sont implantés dans une région. Donc on a toujours en tête, évidemment, cette question du conflit d'intérêts, mais là, il y a aussi une pluralité d'acteurs, si vous voulez. Et bon, on ne trouvera pas, enfin, je prends un peu de distance avec ça, on ne trouvera jamais de solution absolument nette. On pourra dire on n'a aucun conflit d'intérêts. En revanche, il y a une pluralité, c'est-à-dire il n'y a pas un seul conservateur-restaurateur. À ma connaissance, il y en a au moins 2, voire 3 dans la commission. Donc voilà. Et il y a, je dirais, une diversité de points de vue aussi qui permet un vrai débat sur le fond et aussi sur, je pense, la manière dont le dossier a pu être traité. Ensuite, vous soulignez un deuxième point, mais je souligne juste les grandes questions qui, à mon sens, doivent être traitées, c'est le devis versus ce qui ressemble davantage à une étude, finalement, à une étude, à l'élaboration d'un protocole. Enfin, on est déjà un petit peu sur la démarche elle-même. Et là, il y a une valeur ajoutée, si je puis dire, qui est produite. Et ça pose effectivement un certain nombre de questions. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit entendre, en effet. Et avec Jean-Michel qui vient des monuments historiques, du patrimoine, et moi-même qui ai eu à traiter pas mal de situations comme celle-là, on voit bien que on est entré dans une phase où on a peut-être ce distinguo à faire entre le devis en tant que tel pour une opération simple, je veux dire une intervention particulière, et puis des choses un petit peu plus complexes, et tout dépend aussi de la manière dont la commande est formulée. Si vous permettez, on ne va pas répondre ici maintenant à toutes les questions, d'autant que je crois que Mireille Klein va s'exprimer sur les commissions régionales, mais je crois qu'il y avait un témoignage que voulait apporter Suzanne Robin, qui est conseillère, c'est ça, oui. À la DRAC Grand Est, je crois, et pour vous donner une illustration de la manière dont c'est vécu sur le terrain. Parce qu'en fait, pareil, on va en parler cet après-midi de toute façon, mais les questions que vous soulevez, elles sont importantes. Et juste pour répondre sur rapidement les quelques points très précis, c'est vrai que c'est normal que ce soit différent selon les régions. Alors, à voir si c'est normal, à quel point et à quel point on peut lisser les choses. Mais c'est vrai que comme ce sont les DRAC qui organisent les commissions, forcément, chaque conseiller doit appliquer la loi qu'on nous a présentée, mais comme vous l'avez vu, il y a aussi beaucoup de liberté dans comment est-ce que très concrètement on va convoquer, enfin ça remarqué, c'est pareil, c'est déjà prévu, mais enfin on a des règlements intérieurs effectivement normalement pour chaque commission, acquisition et restauration dans chaque DRAC. Donc ça, effectivement, chaque DRAC a le sien. C'est renouvelé régulièrement. Et par rapport à la question des protocoles, c'est la même chose. En fait, ça aussi, c'est une piste que je voulais donner cet après-midi, mais il y a aussi des réflexions à avoir sur comment on précise aux membres ce qu'on attend d'eux, dans quelle manière on travaille ensemble dans les commissions. Ce qui est très clair et ce qui a été dit juste avant, notamment par Madame Crève, c'est l'aspect collégial. C'est quand même ça qui prime à chaque fois, je trouve. Mais du coup, on pourra en reparler cet après-midi. Et notamment l'archivage des documents, ça c'est une question qu'on se pose beaucoup côté conseiller, puisqu'en fait, on n'a pas, nous, intérêt à archiver vos notes méthodologiques, etc. Nous, ce qui nous intéresse sont les avis, parce que justement, c'est intéressant de savoir si 10 ans plus tard, on revoit le même objet passé. Ça a pu changer dans le musée, la personne qui est en charge de la collection. Donc nous, on peut garder trace de ces échanges-là, par exemple, et être utile au musée. Mais ça, voilà, c'est une question importante aussi.
Mais bon, je crois que cet après-midi, on pourra reparler de pas mal d'aspects d'organisation de CSR assez concrets, justement. Merci beaucoup. Alors, en fait, je voudrais bien ne pas perdre le super temps qu'on avait gagné, donc on va enchaîner.